Hello, hello YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Alors, moi, c'est James, mais tu peux m'appeler OJM. Et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne OJM Invest, là où on parle investissement et finances personnelles. Alors, si tu découvres ma chaîne avec cette vidéo, je t'invite aussi à aller voir la vidéo qui va s'afficher ici, là où justement je lance mon challenge d'investissement de 1 000 € par mois. Ceci étant dit, passons au sujet de la vidéo. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous présenter ma stratégie d'investissement. Mais avant cela, petit disclaimer. Sachez que je ne suis pas un conseiller financier. Donc tout ce que je fais, tout ce que je dis dans cette chaîne, c'est à but de divertissement, informatif et surtout pour partager mon avis et mon contenu. Ceci étant dit, passons aux détails de ma stratégie d'investissement. Alors, avant que je vous détaille justement ma stratégie d'investissement, j'aimerais vous donner un petit contexte de la situation, à savoir pourquoi j'ai commencé à investir. Alors, la réponse est toute simple. Je voulais vraiment commencer à faire fructifier mon argent et je n'avais marre de voir cet argent dormir en banque. Et petite anecdote, je voulais commencer à investir dès 2019. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec l'introduction en bourse de la FDJ, où justement, pour moi, ça correspondait à une belle opportunité pour commencer à investir. Et au final, je ne l'ai pas fait, avec un grand regret. Donc, je commençais à faire comme tout le monde, attendre le bon moment pour commencer à investir. Mais vous savez quel est le meilleur moment pour commencer à investir, les gars? Bah, je vais vous le dire. Le meilleur moment pour commencer à investir, c'était hier, les gars. C'était hier. Donc, vous pouvez vous dire, ah bah, James, maintenant, on a raté le coche, c'est trop tard, comment on peut faire? Eh ben, c'est très simple. Parce que je vais vous dire quel est le deuxième meilleur moment pour commencer à investir. Et le deuxième moment pour commencer à investir, les gars, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Donc, il ne faut plus attendre. Il ne faut plus attendre. D'accord? Donc, il est temps de commencer à investir. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres. Est-ce que vous savez le pourcentage des ménages français, donc des actifs, qui investissent en bourse dans notre pays? Alors, ce pourcentage est de moins de 30%. Je vais vous mettre les chiffres ici sur l'écran, mais il est de moins de 30% de la population qui investit en bourse. Et si on compare ça avec l'Amérique, où c'est le double. Et oui, là-bas, 60% des ménages investissent en bourse, détiennent une action ou plusieurs. C'est notamment pour cette raison-là qu'ils sont tellement impactés par les marchés financiers. Donc, voilà la raison. Sur ce, après vous avoir donné un peu de contexte, passons aux détails de ma stratégie d'investissement. Quand on commence à investir en bourse, il est important et même primordial de définir son profil d'investisseur. C'est pour cette raison que j'aimerais vous introduire deux termes. En bourse, on parle notamment d'investisseurs passifs et investisseurs actifs. Je vais vous mettre la définition de ces termes à l'écran, mais j'aimerais vulgariser ces termes histoire que ce soit simple à comprendre pour tout le monde. Commençons par l'investissement ou l'investisseur actif. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que vous allez jouer aux apprentis traders. Vous allez essayer donc de battre le marché, d'avoir une performance supérieure au marché. Comment? En achetant bas et en le revendant dès que l'action remonte d'un certain pourcentage. Donc, vous allez essayer ce qu'on appelle de timer le marché. Et ce qui n'est pas adapté à tout le monde parce que tout le monde n'a pas le temps. Pour cela, il faut être toujours derrière cet écran à surveiller quand une action monte ou descend. Et sur l'autre côté, on a l'investisseur ou l'investissement dit passif, où là, justement, on ne va pas essayer de battre le marché. On va essayer de suivre le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché monte ou baisse, on va investir.
Et je vous assure que des études ont montré que sur le long terme, les investisseurs passifs arrivaient à battre les investisseurs actifs. Alors après ces définitions, vous imaginez bien quel type d'investissement j'ai choisi. Eh bien oui, j'ai choisi d'adopter l'investissement dit passif. Parce que justement, je n'ai pas envie de battre le marché et surtout, j'investis sur le long terme. Donc, c'est tout à fait adapté à ce que je veux faire. De plus, j'aimerais justement introduire un autre concept qui est le DCA, Dollar Cost Average. Alors, quand on dit que on investit en DCA, ça veut dire que, comme je l'ai dit précédemment, on investit une somme régulière, une même somme, on va dire, régulière tout au long du temps. Ça peut, quel que soit le montant. Donc, on peut investir 50 euros par mois, 100 euros par mois, 500 euros par mois. Que le marché soit bas ou haut, justement, dans une perspective à long terme. Donc, voilà ce que j'ai essayé de reproduire. Maintenant, passons justement à la plateforme que j'utilise. Parce que naturellement, dès qu'on veut commencer à investir, il faut choisir un intermédiaire qui va nous proposer justement les actions ou les ETF à acheter. Donc, moi, j'ai choisi Trade Republic comme plateforme pour investir. Pourquoi? Parce que je trouve que cette plateforme-là est vraiment simple d'utilisation. Elle est intuitive et on peut s'y retrouver facilement. De plus, on peut commencer à investir à partir de 10 euros seulement. Donc, c'est parfait. Grâce notamment à Trade Republic, qui est pour moi très adapté à l'investissement passif, on va pouvoir créer des plans d'investissement programmés qui va justement partir dans le sens de l'investissement en DCA, Dollar Cost Average. Je ferai une vidéo dédiée à comment utiliser Trade Republic et je listerai tout ce qui est avantages, inconvénients et pour que ce soit plus clair. Concernant la composition de mon portefeuille, quelle est ma stratégie? Justement, au départ, je voulais avoir au moins 40% de mon portefeuille qui soit alloué aux actions dites directes. Et donc, 60% de mon portefeuille qui serait alloué aux ETF. Donc là, je viens d'introduire deux termes intéressants en bourse. ETF et actions. Donc, j'aimerais prendre le temps de définir qu'est-ce que c'est qu'un ETF et qu'est-ce qu'une action. Je vais commencer par action. Je vais mettre la définition sur l'écran, mais j'aimerais vulgariser ces termes-là pour que ce soit plus facile à comprendre. Alors, pour faire simple, une action, quand vous possédez une action, vous possédez une part du capital, une part de la boîte. Donc, pour illustrer ça, j'ai quelque chose pour vous. Alors, imaginons que, justement, j'ai cette paire de godasses Nike. Donc, ça veut dire qu'en achetant une action Nike, je possède une partie de Nike. Une infime partie, toujours soit-il, mais je possède une petite partie de Nike. Je pourrais prendre la même exemple avec Head & Shoulders. Si j'achète de Head & Shoulders, qui est détenu par Procter & Gamble, j'ai une partie de cette boîte. Et qu'est-ce que ça me donne droit d'avoir ces actions-là? Une action nous donne droit à ce qu'on appelle la rémunération des actionnaires, qui est sous forme de dividende. Et qu'est-ce que c'est qu'un dividende? Dividende, c'est la rémunération aux actionnaires d'une partie des bénéfices réalisés par l'entreprise. Donc, j'espère que ça était simple. Maintenant, je pose mes trucs. Et maintenant, passons à la définition d'ETF, à savoir Exchange Trading Funds in English. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ETF?
Pareil, je vais mettre la définition sur l'écran pour que vous voyez, mais je vais essayer de vulgariser la chose pour que ce soit aussi simple. Alors, en gros, un ETF, ça va être un groupement d'actions, justement, qui va composer les actions que vous connaissez, ça va être un groupement, et qui va suivre la performance des actions qui la composent. Comment je vais illustrer ça? Très simple. Avant, je vous avais montré les actions simples. Maintenant, j'aimerais vous introduire un panier. Vous voyez, un panier qui va représenter l'ETF. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez prendre ces entreprises individuelles. Donc, on reprend notre exemple de Procter Gamble et Nike. Donc, on va prendre ces actions-là et on va les mettre dans le panier. Vous voyez? Et donc là, on a un ETF qui compose d'une action Nike et Procter Gamble. Et tout ça, on peut l'acheter en une ligne. Alors que dans le cas de notre action individuelle, on doit les acheter un par un. Donc, si je veux une action Nike et une action Procter Gamble, je dois les acheter séparément. Vous comprenez? Alors que si j'achète une action d'un ETF où les deux ils y sont, en un achat, j'achète les deux. Donc, vous comprenez facile l'opération. Et cela permet justement de se diversifier en une ligne directement. Donc voilà, j'espère que ces explications ont été simples et on va pouvoir passer à la suite. Dans la continuité justement de ma stratégie d'investissement, j'ai choisi de me concentrer notamment sur les actions dites à croissance et moins d'actions dites à dividende. Je sais que ce sont des nouveaux termes, donc laissez-moi le temps d'expliquer, de donner une définition à ces termes-là. Alors, je mettrai à l'écran la définition d'une action à dite de croissance. Mais laissez-moi le vulgariser ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'une action à croissance? Alors, généralement, une action de croissance, justement, c'est généralement ceux qui ne vont pas verser d'énormes dividendes parce que elle va utiliser les résultats qu'elle a eu, donc les bénéfices qu'elle a eu durant l'année, pour le réinvestir dans sa croissance, pour croître encore dans le temps. Donc, qui dit croissance de l'entreprise, dit aussi croissance du cours de l'action. Passons maintenant sur mon écran pour voir ce qu'il en est et pour avoir justement plus de détails et plus de visuels sur ce que je dis. Comme tu peux le voir, la majorité, on va dire, de mon portefeuille est concentrée sur les actions dites à croissance. Donc, celles qui distribuent le moins de dividendes. Notamment ici avec Apple, où j'investis 60 euros par mois. Et ici avec Nvidia, où j'investis 40 euros par mois en tout et pour tout. Mais vous voyez bien aussi que j'ai aussi certaines actions qui versent de bons dividendes. On a tous ceux qui sont entourés en vert, c'est ceux qui versent un bon dividende. À peu près plus de 4% de dividendes, de rendement de dividendes annuel. Mais vous constatez que la somme n'est pas de 60 euros par exemple. Donc c'est 10 euros par mois ou 20 euros par mois. Donc justement, ça rentre dans ma stratégie puisque je consacre une petite partie, on va dire une petite somme de mon portefeuille à ces entreprises-là, puisque ça me permet de me diversifier entre entreprises de croissance ou entreprises pérennes qui existent depuis longtemps et qui versent un bon dividende. Donc, ces actions-là, je vais les garder pour très très longtemps, puisque ça va porter ses fruits, on va dire, dans le temps. Maintenant, regardons un peu, pareil, côté ETF. Donc, j'espère que vous avez bien compris la définition d'ETF que j'ai faite.
Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas. Donc, il n'y a pas de souci. Ici, pareil, ma stratégie au niveau des ETF, c'est vraiment d'avoir une couverture maximum, que ce soit niveau secteur, niveau activité, pays, région, tout ce que vous voulez, couvrir un maximum de zones pour maximum de diversification. Je m'explique. Là, j'ai un ETF sur le CAC 40, donc couverture en France. J'ai un ETF sur les Diversified Commodities, donc c'est aux US, mais ce sont ni des actions, ni on va dire des autres types de securities. Donc ça, cette ligne-là permet justement de me couvrir des violentes baisses. Mais vous voyez bien aussi que j'ai un ETF au Japon et ETF Asie. Donc je couvre la zone Asie. Et là, on a un ETF Emerging Market, donc pays émergents. Donc j'ai une certaine exposition aux pays émergents. Et juste en bas, on a un MSCI Europe, donc couverture en Europe. Et le reste, c'est américain. Et vous pouvez voir que j'ai une très grosse dominance du marché américain. Parce que justement, ça a été un souhait de ma part de surpondérer le marché américain. Parce que naturellement, c'est le plus dynamique. Mais le plus dynamique dans les deux sens. Que ce soit à la hausse comme à la baisse. Comme on peut le voir actuellement. Donc, mes plus grosses lignes de mon portefeuille, c'est justement sur l'ETF Nasdaq 100 et S&P 500. Je rappelle, le S&P 500, c'est un ETF qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations américaines. Et j'ai encore surpondéré ça en rajoutant le S&P 500 Information Tech US. Ça veut dire quoi? Là, c'est les 500 plus grosses capitalisations US, mais dans le domaine technologique. Donc j'ai une surexposition au domaine technologique. Mais pour l'instant, ça ne me pose pas de problème. Alors, qu'est-ce que je regarde quand je choisis un ETF? Bah, tout ce que je vous ai dit avant. Et aussi sans TER, ici. Alors, qu'est-ce qu'est un TER quand on parle des ETF? Alors, en anglais, ça veut dire Total Expense Ratio. En gros, ça veut dire que c'est le coût de gestion de l'ETF annuel. Ça veut dire que celui qui gère l'ETF, justement, il doit avoir des coûts pour gérer au jour le jour l'ETF. Et ça représente ces pourcentages-là, qui sont payables une fois dans l'année. Donc voilà ce qu'il en est au niveau de ma stratégie sur les ETF. Et je pense sincèrement que c'est une bonne stratégie puisqu'elle est adaptée à ma situation. Et je pense que c'est ce qui est bien, surtout quand on est jeune. Maintenant, les actions dites à dividendes. Ce n'est pas une mauvaise stratégie. J'en ai quelques-unes dans mon portefeuille aussi. Mais en gros, une action dite de dividende, c'est celle qui va reverser une partie de ses bénéfices, de ses résultats aux actionnaires. Maintenant que je vous ai présenté ma stratégie d'investissement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et j'y répondrai à toutes. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, je vais aussi partager mes objectifs, mes attentes et justement quels sont mes premiers résultats après 2 mois d'investissement en bourse. Alors, on se retrouve sur l'application Trade Republic pour faire un peu l'état des lieux de mon portefeuille. Alors, comme vous pouvez le voir justement, mon portefeuille a subi une baisse liée justement à la baisse du marché. Donc, par rapport à ça, j'ai pas de souci et aucune inquiétude. Ça va remonter un moment ou à un autre. C'est comme ça. Quand son argent travaille,
bah, il y a des jours qui travaillent bien, des jours qui ne travaillent pas bien. Mais si on regarde sur le dernier jour, bah, c'était pas terrible. Sur une semaine, pareil, on a une petite baisse. Donc, et sur le mois, pareil. Mais tout ça, c'est pas inquiétant. Alors, concernant justement mes objectifs par rapport à mon investissement en bourse. Alors, moi, ce que j'espère, ce que je veux faire en termes de performance annuelle, c'est faire au moins 8%. Ce qui est, on va dire, dans la norme, puisque on sait que historiquement, l'indice de référence, qui est le S&P 500, fait du 8% annuel. Mais dans une vision, on va dire, pessimiste, on peut s'attendre à 5%, ce qui est normal. Mais ce qu'il faut justement pas s'attendre, et que ça a été le cas de ces dernières années, l'euphorie de ces dernières années, c'est que le marché était plutôt dans les alentours de entre 10, 15, voire 40%. Donc moi je m'attends à la fin d'année à finir avec une performance minimale de entre 5 et 8%. Pour la première année, ce serait pas mal. Maintenant, en termes de résultats, ce qui est bien, j'aimerais juste vous montrer quelque chose. Bon, c'est pas terrible, mais si on regarde là, déjà, on peut voir que j'ai reçu des dividendes de Apple. Bon, c'est pas terrible, mais c'est la deuxième entreprise qui me verse un dividende depuis que j'ai commencé. Et vous pouvez voir que le montant est vraiment, on va dire, dérisoire. Mais ça, ce n'est que le début. Il faut se dire que mois après mois, mon portefeuille va grandir, donc les dividendes vont grandir aussi. Donc pour moi, on va dire, c'est un très bon début. Mais si on regarde le détail justement de ce dividende, comment c'est calculé, donc on peut voir que on a Apple, ok, j'ai 0,9 actions parce que j'ai même pas une action complète. Donc justement, ça est proratisé par rapport à ce que je reçois. Donc là, normalement, Apple versait un dividende de 22 cents par dividende. Donc moi, comme j'avais 90% d'une action, ça me donne 20 cents de dividende. Mais à cela, on doit rajouter les taxes. Les taxes qu'on paye dessus, bon, j'ai payé 3 cents. Et à cela s'ajoute la conversion USD-euro, puisque Apple, c'est américain. Donc, comme je vous ai dit, c'était la deuxième, on va dire, dividende que j'ai reçu. Et la première, il faut que je la retrouve. Mais ce fut l'entreprise Total. Et je me rappelle plus quand exactement. Ah, ici, voilà. Donc en janvier, Total m'a versé un dividende pour 16 centimes. Encore une fois, le montant c'est dérisoire, mais ce n'est pas inquiétant puisque mois après mois, ça va augmenter. Donc voilà. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et si vous voulez continuer à me suivre dans mon aventure d'investisseur, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être justement notifié de mes prochaines vidéos. C'était James dans OJM Invest et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, vous pouvez le faire. Ciao, ciao.